Salut! Dans ma précédente vidéo, je t'avais proposé un petit voyage dans le temps et l'espace afin de remonter l'histoire de l'influence de l'au-delà, donc du monde subtil dans le nôtre au travers de différents rites, traditions et pratiques. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de revenir sur quelques cas d'intervention inexplicable, d'ingérence subtile au travers de différents témoignages documentés dans le livre dont je t'ai déjà lu un petit passage, le chapitre 1, à savoir Enquête sur l'existence des anges gardiens. Donc c'est ce que je te propose aujourd'hui. Plongeons dans ce fameux chapitre 3 de l'ouvrage qui s'intitule Des interventions, 3 petits points surnaturels. Donc je vais pas me lancer dans la lecture du chapitre complet puisqu'il est quand même composé de 34 pages et donc pour pas que ce soit complètement indigeste, j'ai préféré faire autrement. J'ai fait une synthèse un petit peu épurée des commentaires et appréciations donc de Pierre afin de me concentrer essentiellement sur les témoignages. Donc il faut savoir que dans son chapitre, il a classé ces différentes interventions qui sont le cas de figure A, B et C. Donc c'est ce que je te propose de découvrir tout de suite avec moi. Donc dans le cas A, qui s'intitule Un ange ou entité arrive et disparaît surnaturellement. Je te propose de nous plonger dans l'événement numéro 1, donc rapporté par le témoin qui l'a vécu. Nous sommes le 16 mai 1986 au sein de l'école primaire du Wyoming aux États-Unis. Donc un forcené du nom de David Young ainsi que des membres de sa famille prennent en otage une école ainsi que donc 156 enfants présents au sein de l'école. Donc il faut savoir que David était muni d'une bombe qu'il fit exploser avant que la police n'ait le temps d'intervenir. Donc au moment où les pompiers sont intervenus après l'explosion, ils ont constaté avec stupeur qu'aucun des enfants n'avait ni été tué lors de l'explosion, ni blessé. D'ailleurs, à ce sujet, le démineur Richard Caskel déclara à la presse que même le mot miracle ne suffisait pas à expliquer l'absence de mort parmi les enfants. Ferme les guillemets. Ce cas a donc été abordé par Juden Wixon dans son livre Trial by Terror. C'est le témoignage d'une des petites filles qui se trouvait à l'école au moment où la prise d'otage a eu lieu. J'ouvre les guillemets. Les êtres de lumière flottaient au-dessus de nous. Il y avait une mère et un père, une petite fille avec des cheveux longs et une dame qui portait un bébé. La femme nous dit qu'une bombe allait exploser. Elle nous demanda d'obéir à notre frère. Ils étaient vêtus de blanc et brillaient comme des ampoules électriques, mais surtout au niveau du visage. Cette femme avait l'air très gentille. Je sentais qu'elle m'aimait. Il faut savoir que tous les enfants ne virent pas cette famille qui brillait comme une ampoule électrique. Certains n'entendaient que des voix. Déclaration d'un garçon, ouvre les guillemets. Je n'ai rien vu, juste entendu une voix qui m'a dit de trouver ma petite sœur et de me mettre sous la fenêtre. Ferme les guillemets. Plongeons dans le cas numéro 2, rapporté par Sheila, qui vivait dans l'État de Washington et qui entreprit lors d'une baignade avec d'autres enfants de plonger à un endroit différent des autres dans la rivière. Donc son témoignage fut recueilli par le docteur Morse. Donc si tu te souviens, le docteur Morse, c'est également l'auteur du livre La Divine Connexion. Je fus immédiatement aspiré vers le fond, puis je remontai aussitôt après à la surface. J'aperçus alors des gens affolés qui essayaient de me tendre une branche depuis la rive pour que je m'y agrippe, mais le tourbillon me ramena inexorablement vers les profondeurs. En émergeant pour la 3e fois, de plus en plus épuisé par mes efforts, je sentis que j'étais à nouveau attiré par le tourbillon. Mais le scénario précédent ne se répéta pas jusqu'au bout. Cette fois-ci, je fus comme immobilisé au-dessus du lit de la rivière et j'aperçus à quelques mètres de moi une lumière rectangulaire qui était à la fois très brillante et extrêmement douce. Pendant quelques instants, j'oubliais totalement le reste du monde, n'éprouvant qu'une paisible euphorie. Je me rappelle avoir tenté d'atteindre cette lumière, mais je fus transporté sur la rive avant d'avoir pu la toucher. Je sais que je n'ai pas échappé au tourbillon en nageant. C'est cette lumière qui m'a prise et m'a conduite jusqu'à la berge. Donc passons maintenant à un second type d'intervention, le type de figure B1.
intitulé Voix audible dans situation normale. et on va tout de suite s'intéresser au cas de quelqu'un que tout le monde connaît, je pense. C'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui fut chargée d'ailleurs de la mission que l'on connaît par une voix étrange venue d'ailleurs de 1429 à 1431 déclara ceci. Quand j'eus l'âge d'environ 13 ans, expliqua-t-elle, j'ai eu une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et la première fois, j'eus grand peur. Et vint cette voix au temps de l'été, dans le jardin de mon père, aux environs de midi. J'ai entendu la voix du côté droit, vers l'église, et rarement je l'entends sans clarté. Cette clarté vient du même côté où la voix est oui. Il y a communément une grande clarté. J'ai entendu 3 fois cette voix, j'ai compris que c'était la voix d'un ange. La première fois, j'ai eu un grand doute si c'était Saint Michel qui venait à moi, et cette première fois, j'eus grand peur. Et je l'ai vu ensuite plusieurs fois avant de savoir que c'était Saint Michel. Je vis Saint Michel et les anges des yeux de mon corps aussi bien que je vous vois. Et quand ils s'éloignaient de moi, je pleurais. Et j'aurais bien voulu qu'ils m'eussent emporté avec eux. Je répondis à la voix que j'étais une pauvre fille ne sachant ni chevaucher ni guerroyer. Ferme les guillemets. Le cas numéro 2 de cette partie décrit une situation vécue par Elizabeth Klein, survenue en 1991 à Los Angeles. J'ouvre les guillemets. Il y a environ 1 mois de cela, je me trouvais dans ma voiture roulant sur la Highway 101, dans la file du milieu. J'allais aborder la pente qui descend vers la sortie de Malibu Canyon lorsque, très distinctement, j'ai entendu une voix résonner dans ma tête me dire « Va dans la file de gauche ». Je ne sais pas pourquoi, j'ai instinctivement obéi. Quelques secondes plus tard, le flux de véhicules ralentit brusquement à la suite d'un accident et le camion qui se trouvait auparavant juste derrière moi, entre parenthèses, nous descendions une pente, fin de la parenthèse, freina brutalement. Mais emporté par son poids, il percuta la première voiture devant lui et il y eut un véritable carambolage sur la file que j'occupais quelques secondes avant. Sans cette voix, je ne pense pas que je serais encore ici. Ce devait être mon guide ou mon ange gardien, je ne sais pas. Fermez les guillemets. Passons donc au témoignage numéro 3 qui est recensé donc par le docteur Raymond Moody dans son livre « Lumière nouvelle sur la vie après la vie » et qui relate le témoignage d'un soldat au cours de la Seconde Guerre mondiale. J'ouvre les guillemets. « Il m'est arrivé quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai vu un avion ennemi piquer vers le bâtiment où nous nous trouvions et ouvrir le feu sur nous. La poussière soulevée par les balles formait un chemin qui se dirigeait droit vers nous. J'ai eu très peur, persuadée que nous allions tous être tués. Je n'ai rien vu, mais j'ai senti une présence merveilleuse, réconfortante, là, tout près de moi. Et une voix douce et affectueuse m'a dit « Je suis avec toi, ton heure n'est pas encore venue. » J'ai ressenti un tel bien-être, une telle paix en cette présence. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu la moindre peur de la mort. Ferme les guillemets. Passons à présent au cas numéro 4, donc qui est celui d'un pilote chevronné et auteur de plusieurs livres sur l'aéronautique, survenu lors d'un vol Floride-Las Vegas le 13 septembre 1964. Donc j'ouvre les guillemets. La lumière de la cabine était rouge et Eddie avait du mal à distinguer les nombres sur la carte. « Quelle est la tour de Wichita ?» me demanda-t-il. « Comment veux-tu que je le sache? J'habite en Floride. Qu'est-ce que tu m'aides? Donne-moi un peu de lumière. » J'atteignis au-dessus et derrière moi l'ampoule de la cabine. Je n'ai pas eu le temps de toucher l'interrupteur. « Quoi ?» demanda Eddie. « Quoi, lui répondis-je. Tu viens de dire quelque chose? Je n'ai rien dit. Tu m'as dit donne-moi un peu de lumière et ensuite tu m'as dit tourne à droite. Non, pas du tout, nia Eddie. Tu m'as demandé de la lumière. Oui, mais c'est tout. C'est pas moi, c'est toi qui as dit tourne à droite. Je n'ai rien dit du tout, lui dis-je. Nous nous regardâmes l'un l'autre, puis ensemble, nous nous retournâmes vers Strickland qui ronflait sereinement avant de nous regarder à nouveau. Au même moment, Keyes dit très calmement « Nom de Dieu ». Le reste ne fut le résultat que d'une très longue pratique. Ensemble, nous effectuâmes les mêmes gestes au même moment avec la même synchronisation. Aucun d'entre nous n'avait dit de tourner à droite. Quelqu'un l'avait dit et ce n'était pas nous et encore moins Zach. Donc, tous les deux avons écrasé le gouvernail droit
poussé le manche vers la droite avant de le tirer jusqu'à nos estomacs et, comme Eddie, j'ai poussé les gaz. L'Aztèque se mit à rugir. Zach se réveilla avec son visage cognant sur la vitre et il lui fallut plusieurs secondes pour réaliser que la ligne d'horizon était verticale. Cette voix avait dit de tourner à droite et par Dieu, nous avons tourné à droite. Alors, une lueur apparut autour de l'avion. Une lueur dorée se répandit à l'intérieur de la cabine à travers les fenêtres. Une merveilleuse et pure lumière dorée provenant d'une immense boule au-dessus de nous. Cette lumière s'étendait de l'horizon jusqu'au nord, exactement là où nous aurions dû nous trouver si nous avions continué notre trajet. Au même instant, un objet enflammé surgit du ciel et plongea au loin vers la terre. Exactement là où nous devions nous trouver. Eddie et moi n'avons pas besoin d'un dictionnaire pour nous dire ce qui allait suivre. Nous avons coupé les gaz et relevé le nez pour redresser l'appareil. La vague de choc nous heurta de plein fouet comme un camion. L'avion se stabilisa mais continua à trembler, comme un chien qui s'ébroue. Nous regardâmes en bas, mais la lumière avait disparu. On remit les gaz et nous fîmes demi-tour. « Tu as bien vu ?» demanda Eddie. « Oui, répondis-je. Nom de Dieu, que s'est-il passé ? Pourquoi avons-nous tourné ? Qu'est-ce que c'était ce truc ? » Les questions fusaient de la bouche de Zach comme les pièces d'une machine à sous. On l'ignora. « Tu penses que je pense ?» demanda Eddie. « Oh oui, ce n'était pas un météorite. Absolument, les météorites ne brûlent pas avec une flamme jaune-orangée, ajouta Eddie. « Tu as vu cette surface plane ?» demandai-je. « On aurait dit un métal brûlant. » « C'en était, répondit Eddie. Quelque chose avait surgi de l'espace. Plus vraisemblablement, c'était quelque chose de très grand, mis en orbite par les Russes ou par nous, et nous trouvions là, juste au moment de son arrivée dans l'atmosphère. J'ai appelé la radio de Dodge City, nous ai identifiés et j'ai énoncé un rapport de pilote. « Allez-y, répondit la tour. Il y a quelques minutes, nous nous trouvions tout près d'un objet enflammé à 13 000 à l'est de Dodge. Cela nous a remués comme une vague. Les gars, vous êtes passés juste au-dessus de la ville ? » Affirmatif. Nous sommes très heureux de parler avec vous. Avec la trajectoire de votre route, cela vous arrivait droit dessus. Ah oui ? Vous avez d'autres rapports de pilotes ? Monsieur, cette chose a été vue dans 14 États, du Canada jusqu'au Mexique. Nous avons eu une communication flash du NORAD dans toutes les stations de cette région. Météorite. Merci, nous rentrons sur Wichita pour atterrir. Bon vol et faites attention aux cailloux. Fin de communication. Un météorite ? Diable, s'exclama Eddie. Je sais. Qui, nom d'un chien, a dit de tourner avant que cette chose arrive du ciel, glapit Zach derrière nous. Eddie n'a jamais pu manquer une opportunité de faire de l'esprit. Je pense que c'était Madame Dieu. Le temps d'atterrir à Wichita, Zach avait déjà descendu une bouteille de whisky qu'il avait sortie de ses bagages. Il était fait. On ne pouvait pas le blâmer. Un post-scriptum est, je pense, nécessaire. Quelle était cette voix ? D'où venait-elle ? Qui a dit de tourner à droite ? 3 personnes dans l'Aztèque, aucun d'entre nous ne l'avait dit. Les radios étaient éteintes, donc toute source était éliminée. Cela ne laissait que la possibilité d'une voix d'ailleurs. Ni Eddie ni moi ne pouvons certifier si nous avons entendu cette instruction tourne à droite sous forme de mots ou si nous l'avons entendu dans nos têtes. Nous ne savons pas, mais nous savons en revanche que si nous n'avions pas obéi, cela aurait été la fin du voyage pour tous les 3, pour toujours. Ferme les guillemets. Donc intéressons-nous maintenant au témoignage numéro 5, celui de George Ritchie, dont le cas a été abordé dans le chapitre sur les NDE, Near Death Experience, les expériences aux frontières de la mort, et qui, à peine débarqué en France durant la Seconde Guerre mondiale, rapporte ceci. Ouvre les guillemets. Nous avions déménagé le camp Lucky Strike en première ligne et nous devîmes opérationnels. C'était dans une propriété appelée Harnicourt. Pendant que nous attendions l'arrivée de l'équipement, on nous donna une journée de libre pour aller à Reims. J'avais demandé à 2 de mes camarades de se joindre à moi dans cette balade. Ce matin-là, je m'étais levée tôt pour écrire une lettre à Margaret et pour la poster avant de partir en permission. Lorsque les transporteurs armés
journée qui devait nous emmener à Rivert-au-Camp, je montais dans l'un des engins et m'assis entre mes 2 amis en notant que nous étions 12 dans le camion. Nous attendions qu'un autre transporteur de troupes se remplisse lorsque quelque chose de très profond en moi plaça cette idée dans ma tête. Descends de ce camion et va écrire une lettre à Margaret. C'était totalement ridicule. J'avais eu bien trop de mal à obtenir ce passe pour aller à Reims. Et puis qu'allaient penser mes 2 amis à qui j'avais demandé de venir avec moi. De nouveau, la voix retentit au plus profond de moi. Je t'ai dit, descends et écris une lettre à Margaret. Mais je voulais voir la cathédrale de Reims et j'ignorais le second avertissement. Le 3e résonna si fort dans ma tête que j'eus peur que mes amis ne l'aient entendu. Je les ai vraiment surpris lorsque je me suis levée. J'ai tenté de fournir une explication plausible en descendant du camion. S'il ne comprenait pas, le sergent de bord comprit encore moins lorsque je lui tendis mon passe. Un jeune soldat choisi par le sergent eut mon passe et prit ma place entre mes 2 compagnons. Le camion n'avait pas fait 10 kilomètres en quittant l'hôpital qu'il explosa sur une mine placée par les Allemands sur la route. Il se désintégra, tuant sur le coup le soldat qui avait pris ma place et blessant gravement mes 2 amis, aussitôt rapatriés sur l'Angleterre et les États-Unis. Ferme les guillemets. Passons maintenant au cas de figure B2 qui s'intitule « Geste inexpliqué dans situation normale évitant le drame ». Ce passage introduit les témoignages par une citation latine dont la signification est, ouvre les guillemets, « Si vous ne savez pas comment vous faites quelque chose, ce n'est pas vous qui le faites ». Le témoignage numéro 1 de cette partie est celui de Catherine Leroy, reporter photo pour le Times Magazine qui se trouvait alors à Beyrouth en pleine guerre civile. Ouvre les guillemets. C'était en 1976 à Beyrouth, dans le quartier des Grands Hôtels, entre le Phénicia et le Saint-Georges. Un caméraman de Viz News m'accompagnait de barricade en barricade. On s'était arrêté à l'une d'entre elles pour discuter avec les soldats. Un combattant palestinien se trouvait à ma droite et nous bavardions. C'était un moment d'accalmie, vers 3 ou 4 heures de l'après-midi. Je m'étais assise sur une sorte de tabouret ou de sac de sable et je ne m'en souviens plus. Le Palestinien s'était également assis et avait posé sa kalachnikov sur ses genoux, le canon à hauteur de mes jambes. On buvait du café brûlant. Sous le coup d'une impulsion soudaine, je me suis levée comme une fusée et au moment où je me levais, une balle partait de la kalachnikov. Nous n'avons jamais compris pourquoi je m'étais levée si brutalement et encore moins pourquoi le coup était parti. Le soldat ne jouait pas avec son AK. De toute évidence, il n'avait pas mis la sécurité. Je ne sais pas comment, mais lorsque le coup est parti, j'étais debout. Sur le coup, je n'y ai pas réfléchi parce que ce genre de choses m'était arrivé plusieurs fois. Chaque fois, sous le coup d'une impulsion soudaine, je me sortais de mauvaises situations. Une amie m'avait un jour reproché violemment d'être trop impulsive et je lui ai dit « Tu sais, si je suis encore vivante, c'est parce que je suis une impulsive, sinon je serais morte depuis longtemps. » Sûr et certain. Le caméraman, comme les soldats, avaient assisté à ce qui s'était passé. Il y avait 3 personnes concernées, le Palestinien, Noël le caméraman et moi. C'était comme si ce n'était pas arrivé. Sinon, j'aurais eu mes jambes déchiquetées. On n'y pense plus. Le soir, je me suis dit que j'étais vraiment passé de très près. Sur le moment, cela n'a pas été un souvenir signifiant. Simplement l'épisode de la journée. Mais après, lorsque j'y ai repensé, ce fut assez terrifiant. Nul doute, cependant, que si nous avons des anges gardiens, j'ai dû en épuiser plus d'un. Ferme les guillemets. Vient ensuite le second témoignage de cette partie, celui d'un autre photographe dont l'identité n'est pas mentionnée. J'ouvre les guillemets. Un soir d'octobre 1991, à Los Angeles, je suivais la voiture d'un ami. Nous étions arrêtés à un feu rouge au croisement de Robertson et Burton. Le feu passe au vert. La voiture devant moi démarre et tourne à gauche. J'ai lâché le pied du frein. Entre parenthèses, c'était une transmission automatique. Ferme la parenthèse. Ma voiture démarra, mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis arrêtée alors que je n'avais strictement aucune raison de le faire. Une seconde plus tard, une voiture démarra
déboula de ma droite comme une fusée à environ 90 km/h, emportait mon pare-choc dans un bruit de tôle arrachée, se retrouva en tête à queue, effectua un tonneau et percuta une voiture en stationnement sur le côté droit du trottoir et finit par se retrouver sur le toit. Si j'avais tourné comme je m'apprêtais à le faire à la vitesse à laquelle cette voiture était arrivée, je serais incontestablement gravement blessé ou mort. Mais je ne sais pas pourquoi mon pied a freiné sans que je le veuille, comme un instinct, alors que je n'avais aucune raison de m'arrêter, strictement aucune, d'autant que j'étais déjà engagée sur le croisement et je n'avais rien vu et rien entendu. Ferme les guillemets. Intéressons-nous au cas de figure B3 qui s'intitule Action invisible dans situation dramatique avec temps suspendu. Donc on va commencer avec le premier témoignage qui est celui, une fois encore, d'une photographe, Mary Frampton, travaillant pour Los Angeles Times, qui relate un événement s'étant produit en juin 1979 lors d'une excursion en mer sur un voilier au large des îles Santa Cruz, au cours de laquelle elle se pencha par-dessus bord pour photographier un bombard qui transportait des plongeurs lorsqu'elle entendit un bruit d'arrachement. Ouvre les guillemets. Instantanément, je me suis rendu compte qu'un taquet s'était inexplicablement détaché, fusant comme un missile vers moi. Mais en même temps, je voyais la scène au ralenti, comme dans un film, image par image, sans vraiment comprendre. J'avais l'impression que je disposais de tout mon temps pour prendre une décision, mais je me suis sentie tirée en arrière par quelqu'un et la bague de protection en aluminium de mon appareil photo sembla absorber le choc en se déformant comme du plastique. Je n'ai rien compris, car personne ne se trouvait derrière moi et mon mari, qui avait vu la scène, était persuadé que je m'en sortirais défigurée à vie. Le Rolleiflex se trouvait au niveau de mon menton et j'ai vu la bague se déformer au ralenti. Je l'ai gardée précieusement car cet objet m'a sauvé la vie. Considérant le poids du taquet et sa vitesse de propulsion, mon appareil aurait dû être détruit et moi défiguré. Mais je ne sais pas ce qui m'a tiré en arrière et comment, en même temps, j'ai pu voir tout cela au ralenti. Ferme les guillemets. Intéressons-nous à présent au second témoignage de cette partie, celui de Wes Chandler, qui avait 4 ans au moment de l'événement, qui se produisit lorsque lui et d'autres enfants jouaient dans une cabane, donc dans un arbre, et qu'il en fut précipité par les enfants. Donc, j'ouvre les guillemets. Lorsque je me suis retrouvée dans le vide, j'ai vu les têtes de mes copains qui exprimaient quelque chose comme « Oulala ». Puis, en même temps, je savais que je tombais et que j'allais me faire mal. J'essayais de regarder le sol, mais je ne distinguais pas. En même temps, je me suis rendu compte que je tombais, mais lentement. Ensuite, je vis une dame habillée de blanc avec des cheveux blonds qui me disait « Ne regarde pas en bas, ne regarde pas en bas ». En la regardant, j'étais réconfortée. Elle répétait « Ne regarde pas en bas, sinon tu vas te blesser. C'est très important. Regarde-moi, seulement. » Cela a duré très longtemps et je me souviens, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas encore heurté le sol. Elle me disait « Tout va bien se passer, tout est ok. » Et au moment où elle allait me toucher, j'ai touché le sol. Là où j'étais, le temps n'existait pas. Je pense que sans elle, je me serais sans aucun doute rompu le cou. Or, je n'ai eu qu'une côte cassée. Ferme les guillemets. Vient maintenant le troisième témoignage relatif au temps suspendu rapporté par un journaliste correspondant de guerre dont l'identité n'est pas citée. J'ouvre les guillemets. Je me trouvais à Beyrouth et avec mon assistant, nous accompagnions un chiite dans la rue. Celui-ci transportait un mortier. Il s'arrêtait régulièrement pour tirer des obus. D'habitude, avec ce genre d'engin, on ne tire que 2 coups et aussitôt on évacue les lieux car ceux de l'autre côté, décelant aussitôt la position, répondent de façon très précise, sans doute pour frimer.
Il tira un troisième obus lorsqu'on entendit 2 secondes plus tard le bruit caractéristique de l'arrivée directement sur nous d'un obus de mortier. Nous nous jetâmes tous à terre, croisant les bras au-dessus de notre tête. Dans ce cas, nous n'avions aucune chance et j'ai vu très distinctement arriver la roquette sur nous. Comme dans un film au ralenti, je distinguais même les ailerons de la roquette, décrivant une jolie courbe pour se planter à 1 mètre de mon nez, dans un bac à sable. Je me crispais, attendant l'explosion, sachant que c'était la fin. Je ne sais pas pourquoi, mais miraculeusement, elle n'a pas explosé. Ferme les guillemets. On va maintenant passer au témoignage numéro 4, rapporté par Fred, homme d'affaires dans le domaine informatique, qui a révélé à Pierre une expérience dont il n'avait encore jamais parlé. J'ouvre les guillemets. Je me trouvais au Maroc. Cela devait être en 1954. J'avais 24 ou 25 ans. Je sortais d'un cinéma avec une amie. À l'époque, je possédais une grosse voiture américaine que j'adorais conduire. Je fonçais à environ 70 km à l'heure sur la route. On ne peut pas dire que cela soit vraiment une autoroute, juste une route, même pas bétonnée. À un moment donné, la lueur des phares éclaira une espèce de camionnette qui se trouvait devant nous. J'ai légèrement déboîté pour vérifier la voie en sens opposé et, constatant qu'il n'y avait personne, donné un coup d'accélérateur pour doubler la camionnette. Au moment exact où je la doublais, mes yeux enregistrèrent l'arrivée d'un camion roulant tous phares éteints. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais j'ai vu le choc et le monstrueux amas de tôle. Je quittais mon corps et observais les cordes déchiquetées. Ensuite, j'ai vu l'annonce de la nouvelle de ma mort à ma mère et les répercussions dans ma famille. J'ai vu les préparations des funérailles, l'article dans le journal relatant l'accident mortel et surtout, j'ai assisté à mes propres funérailles. Je me souviens en particulier d'avoir détaillé chaque visage de ceux qui vinrent à mon enterrement. J'ai tout vu de l'extérieur. À ce moment-là, inexplicablement, le volant a tourné à gauche et notre voiture est partie finir sa course dans le désert, hors de la route. J'ai vu et entendu le camion passer comme si rien n'était arrivé. Il n'a même pas donné un coup de frein. Ma voiture s'était immobilisée à 200 mètres de la route et nous sommes restés là, dans le noir, pendant plus d'1 heure, sans rien nous dire, sans respirer, sans bouger, totalement paralysé, abasourdi, tremblant. Je n'ai jamais oublié. Ferme les guillemets. Pour clore donc cette partie de cas de figure B3, terminons donc par ce 5e et dernier témoignage, donc celui là, ce coup-ci, d'une habitante de Béziers en France, rapporté par Evelyne Sarah Mercier dans son livre « La mort transfigurée ». J'ouvre les guillemets. Mon mari conduisait. À notre droite, il y avait un ravin. Un camion s'apprêtait à nous croiser. Tout à coup, une voiture entreprit de le doubler. Il a foncé sur nous à grande vitesse. J'ai pensé, la mort. Je suis montée immédiatement au-dessus de mon corps. Je voyais au-dessous de moi les véhicules qui se faisaient face. Ils roulaient infiniment lentement. Le temps s'était presque arrêté. Je constatais que l'accident était inévitable. J'apercevais mon corps à l'intérieur de la voiture. Ce qui allait lui arriver m'indifférait totalement. Je voyais mon mari au volant. Je savais que ses efforts seraient vains. Je me retournais. En face de moi se tenait immobile et silencieux un être immense, comme un ange. Son visage était lumineux, mais dans l'ombre. Il émanait de lui une puissance, une sagesse, un amour au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Il venait me chercher. Ma joie était indescriptible, autant que mon impatience à le suivre. Je voyais loin, à l'horizon, au-dessus d'un nuage, mes frères dont je réalisais l'existence à l'instant même. Ils m'attendaient, mon exil allait se terminer, car je réalisais aussi que ma place était avec eux. J'allais les rejoindre. Mon guide me confirma que c'était le moment. Pourtant,
Tout à coup, je réalisai qu'il paraissait surpris et qu'il hésitait. Il restait silencieux et immobile. Il attendait quelque chose. Mais quoi? Il me laissait du temps et je voyais les véhicules en bas qui se rapprochaient encore. Je savais que je disposais d'un délai pour trouver quelque chose. Il ne m'aidait pas. C'est comme si je souffrais d'amnésie. Tout à coup, je vis ma fille loin là-bas, dans sa chambre, en train de dormir, ma mère à ses côtés. J'éprouvais une immense peine. Je me suis mise à genoux devant l'être et lui dis « Je sais que ce que tu fais est juste, mais ma fille, une épreuve si terrible, perd ses 2 parents à la fois, est-ce juste ? Fais que mon mari au moins ne meure pas. » Alors je vis son visage et entendis sa voix. Il me repoussa sur terre en disant « Puisque tu ne demandes rien pour toi, retourne, ce n'est pas ton heure. » Je vis qu'il était joyeux de la manière dont j'avais réagi et qu'il m'avait éprouvé. Son visage était plus lumineux que le soleil et sa voix une vibration énorme. Je retombai à ma place dans l'auto et vis les phares s'écarter. Mon mari et moi sommes restés longtemps au bord de la route. Il avait conscience que nous aurions dû mourir. Ferme les guillemets. Je vais pour finir cette vidéo aborder le dernier cas de figure décrit par Pierre et qui vient terminer ce chapitre 3, à savoir le C intitulé Aides inattendues, rêves, synchronicité. Qui nous dit Pierre? C'est parti. C'est une certitude que ces êtres interviennent dans notre réalité physique pour nous éviter de justesse un accident. Temps qui se fige, voix audible venant de nulle part et apparence soudaine d'un être de lumière qui explique la marche à suivre, constituent les divers degrés de leur matérialisation. Pourtant, le cas le plus fréquent est bien entendu le rêve d'avertissement. Ce rêve qui ne s'efface pas, qui ne s'oublie pas. Le matin, ce rêve vous obsède et vous incite à faire quelque chose, à prendre une décision quasi immédiate. Et vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Après coup, vous vous demandez pourquoi vous avez fait une chose pareille et ce n'est peut-être que 2 semaines plus tard, voire 1 an plus tard, que vous découvrez que ce conseil vous a été salutaire. C'en est purement fantastique. Ce type de rêve est indélébile. Et même 2 ans plus tard, vous vous en souvenez. Vous ne pouvez pas le confondre avec le rêve classique qui s'oublie dès le pied hors du lit. Nous ne donnerons pas d'exemple parce que nous avons tous plus ou moins expérimenté ce genre de rêve et parce qu'il vous pousse, vous oblige à suivre le conseil du rêve, même s'il est en contradiction totale avec les circonstances du moment. Et si cela ne vous est jamais arrivé, suivez instinctivement l'avertissement sans même réfléchir. Autre phénomène classique, celui de l'aide inattendue. Par exemple, vous tombez en panne d'essence en plein désert de l'Arizona et votre voiture, dans son dernier soubresaut, stoppe à côté d'un camion en panne moteur à 3h du matin. Au sud, la première station se trouve à 90 km et au nord à 120 km. C'est arrivé à l'un de mes amis qui, comme on dit, a le cul bordé de nouilles. Le chauffeur a pompé quelques litres de son Kenworth, ce qui lui a permis d'atteindre la première station. Dernier niveau d'intervention, la plus classique, la synchronicité totalement folle. Par exemple, il est minuit, vous roulez ivre de fatigue en plein décalage horaire et vous demandez à votre ange de vous trouver un bon hôtel et de vous le confirmer par un signe. Vers minuit, j'ai débarqué dans un premier hôtel qui était complet. 10 minutes plus tard, j'en trouvais un second, mais il me semblait tellement nul que je préférais continuer. Au 3e, je n'avais plus guère de force et m'arrêtais en me disant « Ça suffit, je ne peux plus conduire dans cet état ». Je remplissais les papiers à la réception lorsqu'un couple entra dans le hall du Holiday Inn. La femme derrière moi voulut savoir si elle avait des messages et l'employé lui demanda son nom. « Mrs. Angel », répondit-elle. C'était le signe. J'étais dans le bon hôtel au bon moment, autrement dit, j'étais à l'heure. Et effectivement, l'hôtel était
parfait avec une chambre immense et une piscine agréable. La synchronicité, c'est aussi le cas de ce psychiatre jungien dont un patient avait tendance à se prendre pour le Christ. Un après-midi, il le reçoit en consultation. Je suis celui qui a apporté la lumière et celui qui éteindra la lumière. À peine avait-il achevé sa phrase que le lampadaire se décrocha du plafond sans aucune raison valable et lui tomba sur la tête. L'histoire ne dit pas si le coup l'a guéri, mais c'est indiscutablement un splendide cas de synchronicité. Après ce court examen de quelques interventions surnaturelles, on ne peut cependant s'empêcher de se poser quelques questions. Pourquoi, dans tel cas, un être de lumière se matérialise-t-il pour aider des enfants à échapper à une explosion? Et pourquoi dans d'autres cas présentant un degré de danger mortel similaire, certains entendent des voix, ont des impulsions soudaines ou un temps suspendu, ou encore certains bénéficient de terribles rêves prémonitoires? Pourquoi dans ce carambolage de 50 voitures, on remarque juste au milieu une voiture intacte, encadrée par des accidents devant et derrière? Et dans ce même carambolage, une femme, juste après le choc, décide de sortir immédiatement de sa Renault et de s'enfuir. 5 secondes plus tard, un camion pulvérisa son véhicule dont il ne resta rien. Voilà, j'en ai fini avec donc tous ces petits témoignages, donc encore une fois pour mettre en lumière un petit peu donc toutes ces ingérences subtiles. Et je rejoins un petit peu Pierre, c'est ce qui fait aussi que on est maintenu quelque part dans tout ça, puisque c'est vrai que dans la vie, dans le réel, tout autour de nous, moi y compris, on peut un petit peu sonder les personnes et il y en aura quand même une bonne partie qu'aura expérimenté ce type d'expérience inexplicable. Voilà, donc sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et puis, écoute, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!